Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'union des droites, c'est une expression que vous avez peut-être déjà lue dans la presse ou entendue ailleurs dans la bouche de certains politiques notamment. Ces dernières années, des figures d'extrême droite comme Éric Zemmour, président de Reconquête, l'ancien chef de LR Éric Ciotti ou encore l'ex-député Marion Maréchal appellent le Rassemblement national et la droite modérée à se rapprocher pour construire la première force politique du pays. Si cette stratégie est rejetée depuis longtemps par les Républicains, qui sont historiquement opposés au parti de Jean-Marie et Marine Le Pen, elle semble aujourd'hui faire son chemin dans quelques têtes. Récemment, l'ancien président Nicolas Sarkozy a appelé la droite à rassembler le plus largement possible. Fin de citation. Alors cette union des droites est-elle possible ? Comment ce projet s'est-il installé dans la vie politique française ? Élément de réponse avec Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. Ils couvrent la droite et l'extrême droite au service politique du Parisien. Quentin Laurent, qu'est-ce qu'elle signifie cette expression union des droites ? L'union des droites, ce qui est important de rappeler d'abord, c'est que c'est une expression qui est surtout utilisée par une partie de l'extrême droite. Et l'objectif de, je cite donc l'union des droites, c'est de rassembler tout l'espace droite, en allant de la droite extrême à la droite républicaine classique, dans le but d'essayer de conquérir le pouvoir. Alexandre Sulzer, depuis combien de temps cette expression « union des droites » est présente dans la vie politique française ? Le concept d'union des droites, le terme union des droites, est quelque chose qui est très présent dans le débat public depuis finalement assez peu d'années. Ça fait 6-7 ans. Avant, l'expression était moins utilisée, mais pour autant, l'idée que différentes droites devaient se rapprocher n'est pas récente du tout pour le coup. Par exemple, dans les années 70, cette idée se développe avec la création d'un club de réflexion qui s'appelle le Club de l'Horloge, qui veut réarmer un petit peu la droite française vis-à-vis de ce qu'il appelle, ce qu'il perçoit comme le péril socialo-communiste. L'idée, c'est d'avoir à la fois des idées libérales sur le plan économique et beaucoup plus dures sur les questions identitaires et migratoire, mais c'est resté un club de réflexion qui a irrigué la pensée politique, mais qui n'a pas eu de concrétisation électorale. Certains médias et même certains politiques, on le verra, refusent d'employer cette formule union des droites et préfèrent parler de rapprochement ou d'alliance entre une partie de la droite dite républicaine, les LR aujourd'hui, et l'extrême droite, le RN. Pour quelles raisons ils n'emploient pas cette expression ? Le problème avec cette expression union des droites, c'est qu'elle laisse à penser qu'on pourrait mettre sur le même plan politique la droite républicaine classique et certaines extrêmes droites. C'est pour ça que c'est une expression qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution. Mais d'ailleurs, il y a aussi des personnalités politiques, à LR, je pense à Xavier Bertrand par exemple, qui refuse de dire union des droites, qui dit non, ils n'appellent pas à l'union des droites, ils appellent à l'union de la droite avec l'extrême droite. Vous, au service politique du Parisien, quelles précautions est-ce que vous prenez avec cette expression lorsque vous devez la mettre dans un papier ? On ne refuse pas d'écrire union des droites parce que c'est un fait politique. Il y a des partis politiques qui appellent à cette union, donc il y a une stratégie, il y a quelque chose à raconter. Par contre, la précaution qu'il faut systématiquement prendre, c'est l'utiliser entre guillemets. On ne peut pas reprendre à notre compte une expression éminemment politique. Il faut bien préciser de manière visible que c'est une expression, que c'est un objet sémantique utilisé par un camp politique. Alors on va voir pourquoi cette formule revient en force ces dernières années, qui la diffuse et vous nous direz aussi si elle est vraiment possible aujourd'hui. Mais pour bien comprendre, il faut revenir des décennies en arrière dans notre histoire politique. Alexandre Sulzer, dans les années 80, l'alliance droite-extrême droite, elle se produit mais très rarement, c'est ça ? Oui, c'est effectivement très rare. Il faut dire qu'à l'époque, l'extrême droite, donc c'est le Front National, c'est un tout petit parti, avec des exceptions quand même notables, évidemment. Le cas le plus emblématique, c'est celui des municipales à Dreux, en Eure-et-Loire, en 1983, où le RPR, avec l'accord de Jacques Chirac, décide de s'unir avec le Front National pour battre la gauche localement. Le Front National continue d'émerger dans les années 80. Il réalise une percée aux élections européennes de 1986. Et en parallèle, son fondateur et président, Jean-Marie Le Pen, est condamné à plusieurs reprises pour ses propos négationnistes, des injures racistes, homophobes et antisémites notamment.
Quelle attitude choisit d'adopter la droite classique de l'époque, incarnée par le RPR, vis-à-vis de lui ? Alors, il y a des débats en interne pour savoir s'il faut effectivement se rapprocher, fusionner ou pas, intégrer cette force montante quand même dans le paysage politique, notamment à la fin des années 80. Jacques Chirac, au niveau national, lui, s'est toujours opposé à un rapprochement avec le Front National, ce qui n'a pas toujours été la position de certains des dirigeants du RPR. On sait que Charles Pasqua, par exemple, était favorable, lui, à des rapprochements nationaux avec le Front National, mais ce n'est pas Charles Pasqua ou d'autres qui étaient sur cette ligne qui ont obtenu gain de cause. En revanche, au niveau local, ça s'est fait également de façon un peu souterraine. Par exemple, Jean-Claude Gaudin, en 1986, aux élections régionales en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, bénéficie du soutien du Front National pour remporter la présidence de la région. Et Jean-Claude Gaudin va même donner des vice-présidences au Front National au sein de l'exécutif régional. En 1995, Jacques Chirac, qui a fondé le RPR, est élu président de la République et il reste très attaché à cette ligne dite du cordon sanitaire, autrement dit aucune alliance avec l'extrême droite, au point qu'il manifeste sa colère après les élections régionales de 1998. Racontez-nous ce qu'il se passe pendant ces élections. En 1998, donc il y a des élections régionales et dans plusieurs régions, la question se pose pour la droite et également pour le centre, car il s'agit aussi de l'UDF, surtout l'UDF d'ailleurs, qui va être tenté par un accord avec le Front National. Les élus ont besoin des voix des conseillers régionaux Front National pour avoir la présidence de région dans certaines régions. En Rhône-Alpes, en Picardie, en Languedoc-Roussillon, ces présidents vont faire une alliance avec le Front National pour pouvoir décrocher la présidence de région. Il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas alors d'une alliance électorale, puisque les élections ont eu lieu chacun, il y a eu des listes de la droite et du centre d'un côté et des listes du Front National de l'autre, mais c'est bien au troisième tour, lorsque l'Assemblée régionale est constituée, lorsqu'il s'agit pour les conseillers régionaux de choisir un président, c'est à ce moment-là, alors qu'il n'y a pas de majorité absolue sans les voix du Front National, que cette alliance s'opère. Là, Jacques Chirac, effectivement, dit que c'est inacceptable et se désolidarise de ces présidents-là. À la droite républicaine, je voudrais dire qu'elle peut convaincre sans se renier. Elle a pris des engagements, maintes fois répétés, au terme desquels elle n'accepterait aucune compromission avec l'extrême droite. Ces engagements doivent être respectés dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Et jusqu'à son départ de l'Élysée en 2007, Jacques Chirac ne déroge jamais à sa règle ? Non, il s'y tient, d'autant plus qu'en 2002, il est élu au second tour face à Jean-Marie Le Pen. Il est élu évidemment avec une majorité écrasante, à plus de 80%. Donc il sait aussi qu'il doit cette réélection à cette confrontation avec Jean-Marie Le Pen, au fait qu'il a été perçu comme le candidat républicain sur lequel les voix de la gauche se sont reportées. Et pour lui, il est hors de question d'avoir tout rapprochement possible, ou toute concession, toute compromission possible avec le Front National. Nicolas Sarkozy, le leader du parti de droite devenu l'UMP, est élu président à son tour en 2007. Quelle est son attitude à lui vis-à-vis du Front National et de l'extrême droite en général à cette époque ? À l'époque où il est candidat à la présidentielle, donc en 2007, Nicolas Sarkozy cherche avant tout à affaiblir le Front National. Donc il les combat, il dit encore un peu sur la pointe des pieds que c'est un parti d'extrême droite, mais en fait ce qu'il va surtout faire, c'est l'affaiblir en reprenant ses mots, en reprenant ses thèmes. C'est surtout comme ça que Nicolas Sarkozy va s'opposer au Front National, si on peut dire ça comme ça. Et ça fonctionne ? Ça va plutôt bien fonctionner, puisque Jean-Marie Le Pen, donc, qui était au deuxième tour de la présidentielle en 2002, va voir son score s'effondrer en 2007 avec moins de 11% des voix, et alors que Nicolas Sarkozy, lui, récupérera plus de 30% des voix au premier tour. En 2011, Marine Le Pen succède à son père, Jean-Marie Le Pen, à la tête du Front National. Elle, quelle est sa stratégie vis-à-vis des autres droites ? Est-ce qu'elle appelle à une union des droites ? Alors non, l'appel à l'union des droites, ça n'a jamais été dans la stratégie de Marine Le Pen, ni dans son vocabulaire, tout simplement parce qu'en fait, sa stratégie à elle, c'est le ni droite ni gauche. Donc, employer l'expression, ne serait-ce que dire union des droites, ça serait renoncer à rassembler une partie de l'électorat, et elle essaye, elle prétend en tout cas, se placer au-dessus de ce clivage-là.
Alexandre Sulzer, après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, cette stratégie de l'union des droites, entre guillemets, commence à refaire surface dans la tête de certains responsables politiques et de certains idéologues. Pour quelles raisons ? 2017, c'était un peu un choc pour la droite dans le pays, car pour la première fois, un candidat de la droite, à savoir François Fillon, n'arrive pas à parvenir au second tour d'une élection présidentielle. C'est une première sous la Ve République, ce qui est quand même un électrochoc au sein de cette famille politique. Et 2017, c'est également un échec cuisant pour Marine Le Pen, qui arrive certes au second tour de l'élection présidentielle, mais qui est loin de décrocher la victoire et qui échoue face, on s'en souvient, à Emmanuel Macron, notamment lors d'un débat compliqué. Donc les électeurs, à la fois de droite, à la fois du Rassemblement national, se disent que seul, c'est compliqué, qu'ils peuvent avoir du mal à remporter des victoires, et l'idée de devoir s'unir pour battre la gauche ou le centre se développe de plus en plus. Cette idée, elle est notamment portée par Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen et ancienne députée du Front National. Retirée un temps de la vie politique, elle réapparaît à partir de 2019 dans les médias pour promouvoir cette stratégie. Oui, alors c'est une idée effectivement qu'elle a beaucoup portée déjà quand elle était au Front National. Elle a provisoirement arrêté la vie politique pour créer une école qui s'appelle l'ICEP à Lyon, une école de formation qui vise justement à rapprocher les différentes droites, les différentes sensibilités de droite, mais au sein du Front National, ça a toujours été son dada, à Marion Maréchal Le Pen, c'était de dire qu'il fallait infléchir la position de Marine Le Pen sur une ligne beaucoup plus droitière. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, elle pense partager des valeurs identitaires, des valeurs conservatrices, des valeurs libérales sur le plan économique, avec la droite dite classique. C'est juste qu'elle pousse le curseur plus loin sur ces sujets-là, là où d'autres personnalités de sa famille politique, comme sa tante évidemment Marine Le Pen, sont naturellement plus enclins à pousser une ligne sociale, une ligne plus souverainiste vis-à-vis de l'Union européenne, une ligne finalement plus populiste, plus anti-système, très éloignée des fondamentaux de la droite. De son côté, Marine Le Pen, qui est alors la présidente du Rassemblement national et qui a échoué au second tour de la présidentielle, elle n'a pas changé d'avis entre-temps sur cette union des droites ? Marine Le Pen, elle, ne supporte pas cette expression d'union des droites. En fait, déjà même le mot droite, Marine Le Pen le déteste. Elle pense qu'il faut faire l'union des Français et pas l'union des droites. Elle trouve que c'est une ambition très rétrécie. Elle dit souvent, effectivement, qu'elle a été élue dans un territoire qui était communiste par le passé, c'est-à-dire le territoire du Pas-de-Calais, dans le bassin minier, que son électorat n'est pas du tout de droite, que ça ne veut rien dire pour lui. Et donc, c'est une étiquette qu'elle déteste, étriquée à ses yeux. À cette période, il y a aussi un chroniqueur qui défend régulièrement sur les plateaux télé l'union des droites, c'est Éric Zemmour, qui a une émission quotidienne sur la chaîne CNews, chaîne qui appartient au milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré. Alexandre Sulzer, il y a donc des médias, dont ceux du milliardaire, très actifs pour diffuser cette idée. Oui, absolument. CNews a changé complètement de ligne éditoriale avec le rachat de Vincent Bolloré. Avant, c'était iTélé, c'était une chaîne d'information classique. Là, CNews prend un tournant beaucoup plus politique. Et effectivement, Éric Zemmour a une tribune très écoutée. Et il pousse cette thématique de l'union des droites sur cette chaîne au moment où, par ailleurs, son vieux complice Philippe de Villiers écrit des livres qui portent la même thématique et qui sont des best-sellers et pousse dans le sens d'un rapprochement de la droite classique et de l'extrême droite. On en vient à l'année 2024. Le dimanche 9 juin, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale après le score décevant de son camp aux européennes. Cette dissolution entraîne de nouvelles élections législatives. Éric Ciotti, le patron des Républicains, annonce le 11 juin qu'il est favorable à une alliance avec le Rassemblement national. Il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti, une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Ça provoque un tollé. Comment est-ce qu'il le justifie ? Éric Ciotti, il dit sur le plateau TF1 que les Républicains sont trop faibles et que, je cite, «
tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de droite doivent donc le rejoindre pour combattre le macronisme. Alors à LR, certains pensent qu'Éric Ciotti a paniqué et qu'il a préféré toper avec le Rassemblement national, à la fois pour sauver son siège de député et peut-être obtenir un ministère en cas de victoire du RN. Mais le paradoxe, c'est que lui appelle les électeurs de droite à le rejoindre, alors que, comme on l'a dit précédemment, Marine Le Pen elle-même n'endosse pas du tout, jamais, cette expression de l'union des droites. Alexandre Sulzer, quand Éric Ciotti dit que LR et le RN disent la même chose dans le fond, est-ce que c'est vrai ? En partie. C'est vrai que depuis des années, le discours des Républicains s'est durci sur les questions migratoires, sur les questions régaliennes, et il n'y a plus vraiment de grandes différences notables pour la plupart des dirigeants, en tout cas de LR, sur le sujet migratoire, sur le sujet sécuritaire. Là où il y a des différences quand même encore notables, c'est sur la question économique, les questions sociales. La droite classique défend une approche beaucoup plus libérale, une économie de marché traditionnelle, insiste davantage sur le mérite, là où le Rassemblement national, en tous les cas, aujourd'hui, sous l'impulsion de Marine Le Pen, défend une ligne encore sociale. On l'a vu, l'exemple évident le plus frappant, c'est celui de la réforme des retraites. La droite défend évidemment une réforme et un recul de l'âge de départ à la retraite, là où Marine Le Pen, même si elle a un peu évolué à la marge, défend plutôt un départ à la retraite assez tôt. Et il y a également une différence sur le rapport à l'Europe. Marine Le Pen, le Rassemblement national est très europhobe, très eurosceptique, là où une partie des Républicains reste encore favorable à l'Union européenne. Éric Ciotti finit par être exclu rapidement des Républicains. Il fonde son propre parti, l'Union des droites pour la République, l'UDR. Au fond, cette union des droites, on a l'impression qu'elle est uniquement portée, Quentin Laurent, par des partis en dehors du Rassemblement national et qui sont en mal d'électeurs et qui veulent surtout combattre la gauche, c'est un peu ça ? Ouais, c'est la stratégie des petits partis de droite radicale ou d'extrême droite qui essaient de mobiliser et de créer une dynamique autour de cet horizon d'union des droites pour créer les conditions d'une victoire à laquelle eux, ils ne pourront jamais croire s'ils sont seuls. On fait encore un saut dans le temps. Le mercredi 10 décembre 2025, Nicolas Sarkozy publie son Journal d'un prisonnier, un livre écrit pendant ses 20 jours d'incarcération, après, je le rappelle, sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Dans ce livre, Quentin Laurent, l'ancien président de la République, appelle la droite à, je cite, « rassembler le plus largement possible », fin de citation. Est-ce que ça inclut le RN ? Alors, Nicolas Sarkozy reste assez flou dans son livre sur le sujet. À la fois, il dit beaucoup de bien du RN, il dit plutôt du bien de Marine Le Pen. Il appelle la droite à ne pas stigmatiser le RN. Il estime que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Il donne l'impression de leur tendre un peu la main, ou en tout cas de moins les reléguer dans l'espace d'extrême droite et donc de les stigmatiser comme ça avait pu être le cas avant. Mais dans le même temps, il ne dit pas non plus qu'il faut faire alliance avec eux. Donc ça crée une espèce de flou et ça a provoqué un certain malaise à LR. On donnait l'impression que Nicolas Sarkozy demandait aux siens, pas de s'allier, mais en tout cas de considérer davantage le Rassemblement national comme un parti avec lequel il était peut-être possible de travailler. Dans ce livre, il dit aussi qu'il n'appellera plus à faire barrage contre le Rassemblement national dans les futures élections, c'est ça ? En gros, la stratégie du cordon sanitaire, pour lui, c'est quelque chose qui n'est ni fait ni à faire. On sait aussi qu'il a déjà confié en privé à des personnalités qu'il recevait que dans le cadre d'un éventuel second tour entre un insoumis et un candidat RN, Nicolas Sarkozy appellerait à voter pour le candidat RN. Dans le camp de Nicolas Sarkozy, est-ce que d'autres responsables politiques ont récemment changé d'avis, eux aussi, sur le cordon sanitaire à maintenir entre LR et le RN ? On peut prendre l'exemple de la dernière législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, où le second tour opposait un candidat ciotiste, donc allié du RN, à un candidat socialiste, Bruno Retailleau, donc le patron de LR. Sa consigne de vote a été « pas une voix pour la gauche ». Il s'est complètement départi de la consigne du « ni » qui prévalait jusqu'alors à droite, en disant « non, la priorité, c'est pas une voix pour la gauche ». Et donc ouvrant potentiellement la porte à dire il vaut mieux voter pour le candidat de droite extrême, voire de l'extrême droite. Pourquoi est-ce que les avis, les lignes commencent à bouger à droite sur ces questions-là ?
En fait, c'est aussi un aveu de faiblesse de la droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est un parti extrêmement puissant, extrêmement fort électoralement. La droite, au contraire, n'a fait que décliner ces 15 dernières années. Donc, tout simplement, la droite ne peut plus ou considère qu'elle ne peut plus se permettre de taper sur le RN parce qu'en fait, une grande partie de ses électeurs les ont rejoints et qu'il vaut mieux taper sur un ennemi commun, ici les Insoumis, pour espérer ne pas braquer les électeurs du RN et peut-être un jour les récupérer. Quentin Laurent, est-ce qu'on sait si les électeurs de LR et du RN sont favorables à d'éventuelles alliances ou à des coalitions ? Alors ces dernières années, la proportion de sympathisants LR, parce qu'on ne pourra jamais faire de sondage sur les adhérents, les sympathisants LR étaient à peu près en général un tiers à être en faveur d'une alliance avec le RN, un tiers à être en faveur d'une indépendance stratégique et un tiers à être en faveur d'alliance avec les macronistes. Du côté du RN, alors les sympathisants RN sont a priori très largement en faveur d'une union de leur parti RN et de la droite classique. Dans ce contexte, Alexandre Sulzer, est-ce qu'une union, ou plutôt un rapprochement entre la droite LR et l'extrême droite, est possible en vue des élections municipales du mois de mars ? Alors, a priori non. Bruno Retailleau, donc le président des Républicains, a plusieurs fois dit qu'il ne voulait pas d'union des droites, il voulait faire l'union par les électeurs, par la base, pas par les appareils. Il sait qu'un rapprochement serait fatal au petit parti qu'il est par rapport au géant qui est devenu par rapport aux Républicains, le RN, qui est beaucoup plus fort. Mais il y a quand même des ambiguïtés, car les Républicains, en même temps, ont défini leur objectif principal au municipal comme étant de faire obstacle à LFI par tous les moyens. Il y a une ambiguïté là-dessus, que certains d'ailleurs chez LR dénoncent, comme Xavier Bertrand par exemple. Ensuite, les cas concrètement où LFI pourrait obtenir des villes et ce qui pourrait contraindre LR et le RN de se rapprocher sont assez peu présents, car LFI est une force assez mineure au niveau des municipales. Le plus évident, sans doute, est celui de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, où, à ce jour, c'est un candidat Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo, qui mène une liste d'union des droites locale que les élus locaux, y compris ceux des Républicains, ont voulu. Initialement, quand c'est sorti un peu dans la presse et quand la gauche s'en est émue, Bruno Retailleau avait dit que c'était une initiative locale et qu'il s'en désolidarisait, qu'il n'investirait pas ce candidat issu de Reconquête. Finalement, LR a pris la décision de ne rien décider, de ne pas investir quelqu'un d'autre, et donc c'est une forme d'acceptation tacite de cet accord. Est-ce que cette alliance est envisageable à la présidentielle de 2027 ? Alors, il est inenvisageable que les Républicains soutiennent Marine Le Pen ou Jordan Bardella au premier tour d'une élection présidentielle. Ça va de soi, ils vont essayer d'y aller sous leur propre couleur, voire soutenir un candidat du socle commun, du bloc central, on ne sait pas encore. En revanche, selon l'issue du premier tour et l'affiche du second tour, les choses peuvent être très différentes. Si demain, au second tour, c'est Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, alors là, nul ne sait ce que feront les Républicains. Il est fort probable que le parti explose et qu'une grande partie de ses cadres puisse être tentés, en tout cas, de faire un appel à faire un barrage. À LFI, ça redistribuerait complètement les cartes et je ne suis pas sûr que la droite survivrait à un tel scénario. Merci à Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Clémentine Spiller. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas Crime Story chaque samedi, notre podcast consacré aux affaires criminelles, présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.